Bonjour à vous tous. Voilà, dernière présentation, dernière ligne droite jusqu'à l'apéritif. Malheureusement, vous avez un Suisse en face de vous, dont la rapidité d'élocution n'est pas la spécificité du pays, mais enfin, vous allez quand même faire avec, j'espère. Alors, voilà notre programme. On va d'abord parler un peu de physiologie, neurophysiologie, comprendre pourquoi est-ce qu'on est tous différents d'un point de vue olfactif notamment. Ensuite, on va s'intéresser à la parfumerie, comment est-ce que la fraîcheur est perçue en parfumerie et quel lien on peut faire avec l'œnologie. Puis après, on s'attaquera plus aux molécules aromatiques des vins de manière générale, puis ensuite la fraîcheur en particulier. Ça vous va comme programme? Ouais, vous n'avez pas trop le choix de toute manière. Alors, quand on est dans le ventre de notre mère, à peu près à la 15e semaine, tous nos récepteurs olfactifs se positionnent aléatoirement. On a 1000 gènes qui codent pour l'olfaction, soit plus 1% de notre génome, ce qui est énorme. Malheureusement, il n'y a que 350 gènes qui sont réellement fonctionnels, donc on a 350 types de récepteurs qui se positionnent dans notre nez. Chacun de ces récepteurs est multiplié par plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers, pardon. Donc il n'y a pas besoin des statisticiens pour comprendre que c'est quasiment impossible de trouver deux personnes sur Terre qui aient le même nez, même deux jumeaux ont des nez différents. Malheureusement, ces récepteurs, ils permettent de juger à la fois la qualité et l'intensité. Donc la qualité, ce qui va nous permettre de dire, voilà, on est en face d'une odeur d'orange ou de chou. Mais l'intensité, donc pour une même molécule, on va avoir de grandes variabilités entre les personnes. On parle souvent de seuil de perception. C'est vrai, il y a des seuils moyens, mais il ne faut pas oublier que parfois il y a des facteurs 100, voire 1000 entre les différents dégustateurs. Après, si on va un petit peu plus loin, dans le traitement de l'information du cerveau, on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup de difficultés. Notamment, déjà au sommet de notre nez, on a deux bulbes olfactifs, un de chaque côté, ce qui nous permet d'être droitier ou gaucher des odeurs. Ensuite, toute l'information olfactive est traitée dans le système limbique. Donc c'est la partie du cerveau qui va traiter principalement les émotions. Donc on comprend la Madeleine de Proust et tous les liens entre les odeurs et les émotions. Mais vous avez les principales aires cérébrales où sont traitées l'olfaction, donc l'amygdale qui est responsable de la sensation de peur ou beaucoup d'émotions. L'hippocampe, constitution de la mémoire, thalamus qui est très lié aux aires corticales du goût, l'hypothalamus qui est un peu caché, qui gère beaucoup de fonctionnements vitaux, comme le rythme cardiaque, le cycle veille-sommeil, le rythme hormonaux, etc. Donc l'olfaction est traitée dans ces zones-là. À chaque fois qu'une information est modifiée, par exemple votre rythme cardiaque, imaginez que vous dégustez un vin à rythme cardiaque à 50, vous dégustez le même vin sans savoir qu'il s'agit de ce vin-là, à 80, non pas 80, vous ne reconnaîtrez peut-être pas le vin en question. Ou même chose avec le cycle veille-sommeil, où tout le monde le connaît très très bien par rapport à la couleur. Donc Jean-Michel nous en a parlé avant. Donc tous ces éléments-là vont influencer le traitement de l'information olfactive et influencer différemment les différentes personnes. Et dernière chose, les références ne sont pas les mêmes. On n'a pas tous senti la même odeur de pomme ou de citron. Donc si on ajoute les différences interindividuelles au niveau de notre nez, de notre cerveau et des références, on voit qu'on a beaucoup de peine à se comprendre quand on parle d'olfaction. Je pense que je ne vous apprends rien de ce côté-là. Alors, la fraîcheur, elle a deux composantes d'un point de vue olfactif. Bien sûr, au niveau du nez, bien sûr olfactive, mais beaucoup au niveau du toucher. On a un nerf qui innerve notre visage, c'est le nerf trijumeau, dont différentes branches vont s'occuper des régions où l'olfaction est traitée, notamment ces deux branches-là, la branche ophtalmique et la branche maxillaire. Et à chaque fois qu'une molécule pénètre dans notre cerveau, dans notre nez, elle va à chaque fois être traitée par ces deux nerfs différents. Et chaque branche du nerf trijumeau a différentes fibres qui chacune sont spécialisées dans des choses bien spécifiques comme la chaleur, le froid ou le piquant. Le piquant, c'est la sensation que vous avez par exemple quand vous sentez un verre de vin effervescent qui vient d'être versé. Quelle réaction vous faites en général si vous mettez votre nez tout de suite dessus ? Voilà, c'est marrant de voir la salle qui bouge comme ça. Mais effectivement, donc on retire notre tête très rapidement. Pourquoi ? Parce que notre nerf trijumeau est violemment activé et nous procure une sensation de douleur, comme quand on a une douleur sur la peau, par exemple, quoi.
Mais bon, le CO2, lui, il n'a pas d'odeur. Donc prenons un exemple plus parlant, le menthol, donc la molécule principale de l'odeur de menthe qu'on retrouve dans différents vins, comme la Syrah notamment, mais il y en a bien d'autres. Le menthol, quand il pénètre dans notre nez, donc il va être ressenti comme une odeur de menthe, ou à peu près, ce qui va nous amener déjà une sensation de fraîcheur, mais la grande majeure partie de la fraîcheur est apportée par le nerf trijumeau, qui lui est bien plus durable que l'olfaction. Comment on peut le voir ici, juste quelques informations par rapport au toucher du nez. On parle souvent du toucher de bouche. Je crois que maintenant on peut parler de toucher de nez si on veut impressionner nos amis dégustateurs. Voilà, la persistance du nerf trijumeau est toujours plus grande que celle de l'olfaction. Le menthol, de nouveau, son odeur, vous allez l'oublier très rapidement. Par contre, sa sensation rafraîchissante, elle va rester longtemps. D'où toute l'importance de la fraîcheur aromatique dans les vins. Sa sensibilité est moindre que l'olfaction. Il faut des concentrations beaucoup plus importantes pour qu'on remarque qu'il y ait une sensation trigéminale. Puis c'est peut-être pour ça qu'on ne se rend pas compte que la plupart des molécules olfactives, elles ont une sensation trigéminale. Essayez de vous concentrer les prochaines fois que vous dégustez au niveau du nez. On sent par l'olfaction bien sûr, mais il y a toujours le toucher qui est un petit peu en action, ou presque toujours. Puis une dernière chose, un dernier élément qui à mon avis est très important, c'est notre cerveau, lui, va d'abord se concentrer sur le sens du toucher avant de se concentrer sur le sens olfactif et le sens gustatif également. Donc ça veut dire que l'olfaction sera toujours légèrement amoindrie si on est en présence d'une sensation trigéminale. Et de nouveau, je vais reprendre l'exemple du vin effervescent. On dit souvent quand les bulles éclatent, elles libèrent des molécules aromatiques, ce qui est juste, mais qu'en réalité, on devrait avoir plus d'intensité aromatique sur un vin effervescent que sur un vin tranquille. En réalité, c'est plutôt l'inverse, parce que le CO2 va nous anesthésier le nez. La sensation très puissante qu'on a quand on met notre nez sur un verre d'effervescent qui vient d'être versé, elle continue après en permanence, de manière nettement moindre évidemment. Et en plus, le CO2 sera traité avant et l'olfaction sera amoindrie. Bon, on casse un petit peu un mythe maintenant, mais c'est une chose importante à savoir. Alors, je vais vous parler un tout petit peu de parfumerie maintenant, avant de rentrer dans le détail de la fraîcheur en parfumerie. Quelques éléments intéressants. Donc ça, c'est la base du métier de parfumeur, la somme des odeurs assemblées. On le connaît de plus en plus au niveau de la recherche en œnologie, beaucoup moins au niveau de la pratique, même si dans les assemblages, on le connaît en partie. Quand on associe deux odeurs ou plusieurs, elles vont interagir entre elles. Il y aura toujours des synergies, des antagonismes notamment. Et tout ça, ça va beaucoup influencer le résultat final. C'est très difficile d'avoir une somme arithmétique d'odeurs, parce qu'en général, l'odeur qui a une valeur 1 plus l'odeur qui a une valeur 2, ça va très très rarement donner une valeur 3 à la fin. Et ça, c'est la base du métier de parfumeur. Un parfumeur qui mémorise et qui a beaucoup d'habitudes, il va gagner beaucoup de temps. Il va réussir à imaginer ce qu'un parfum donnera avant même de le sentir, quoi. À peu près. On travaille beaucoup sur la persistance en parfumerie et je pense qu'on peut s'en inspirer dans le domaine du vin. C'est clair que dans la production, on n'a jamais beaucoup de temps pour beaucoup déguster, mais si vous avez l'occasion de le faire, n'hésitez pas vraiment de prendre du temps de déguster sur plusieurs minutes, il faut voir plusieurs heures aussi, ça apporte beaucoup de choses et c'est là qu'on voit vraiment la complexité des vins, mais bien sûr, ce n'est pas adapté à toutes les situations. Là, je vais casser un dogme, vu que ça a déjà été fait plusieurs fois dans la présentation précédente. En parfumerie, aujourd'hui, les parfums je parle de parfumerie de luxe, hein, pas de parfumerie pour les lessives ou comme ça, qui ont toute leur importance aussi, bien sûr. Plus de 95% des molécules, des matières premières utilisées en parfumerie sont des molécules synthétiques. Les matières premières naturelles sont presque pas utilisées. Un petit peu, oui. Certains parfums les mettent en avant, certains parfumeurs ne travaillent qu'avec ça, mais la majeure partie du temps, non. Et il ne faut pas avoir peur d'en parler parce que, bon, même si le consommateur ne le comprend pas toujours, mais c'est beaucoup plus facile de faire un bon parfum avec des molécules qu'avec des matières premières naturelles. Pourquoi? Parce que prenez 10 composants. Si c'est 10 molécules, c'est beaucoup plus facile de faire quelque chose d'harmonieux qu'avec 10 composants naturels qui eux-mêmes sont chacun composés de plusieurs dizaines de molécules, quoi. J'ai écorné un petit peu la Suisse tout à l'heure en parlant de notre élocution. Là, je vais essayer de redorer un petit peu le blason. Genève est la capitale mondiale de la parfumerie. Vous le saviez, ça? Non. Non, d'un point de vue chiffre d'affaires. On aime bien parler chiffre d'affaires en Suisse.
Non, la capitale historique, c'est Montpellier, avant qu'elle se dirige vers Grasse, et tout le monde le sait, ça. Elle est d'ailleurs en train de renaître de ses cendres. Mais aujourd'hui, il y a toujours des parfumeurs maison qui sont mis en avant, mais c'est jamais eux qui font tous les parfums. Ça dépend des maisons. Chez Hermès, oui, mais pas toutes les maisons. Et il y a beaucoup de parfumeurs qui sont situés à Genève, dans 2 sociétés, Givaudan et Firmenich, qui créent énormément de parfums pour les grandes marques et les autres, quoi. Dernière chose, un parfum, il change au cours du temps. C'est peu à cause de l'oxydation, parce que c'est quand même un milieu qui est relativement protégé avec toute la concentration d'alcool qui le caractérise. Mais il y a 2 choses qui vont influencer ça. Déjà, les contraintes légales, parce que chaque année, on découvre de nouveaux allergènes qui sont interdits à mettre en parfumerie. Et puis, l'évolution des consommateurs. Les formules, c'est difficile de dire à partir de quand est-ce qu'elles changent, mais prenez Jimmy Choo, je voulais dire, ou Chanel 5. Si vous prenez la formule de base, la formule de maintenant, elle a peut-être plus grand-chose à voir. Parce qu'il y a des contraintes légales, on a dû changer des matières premières, mais aussi parce que le consommateur change. Et on essaie d'adapter à chaque fois les formules aux besoins du consommateur. Et tout cet aspect-là est aussi très important pour le vin, comme vous l'a montré Junior dans la première présentation. Alors, la fraîcheur en parfumerie, comment est-ce qu'on la voit? Vous voyez, la définition, elle est presque plus tactile qu'olfactive. C'est intéressant de la lire. Elle est assez consensuelle, mais en général, voilà, pour chercher de la fraîcheur, on va travailler surtout sur ces 3 familles aromatiques-là. Les hespéridés, donc c'est traduction agrumes. Comme dans le vin, on aime bien avoir quelques termes un peu particuliers, comme empyromatique, etc. Vert, donc c'est tout ce qui est végétal, vous le comprenez bien, et puis tout ce qui est marin. On va principalement travailler sur ces 3 premières familles-là, mais également sur les 2 suivantes, où toutes les odeurs ne sont pas forcément fraîches. Dans les fleurs, il y a par exemple le muguet qui est un bon exemple, qui a beaucoup d'hexénol notamment, ou dans la rose aussi, ça dépend de certaines roses, ou alors les odeurs épicées, qui ont souvent des aspects tactiles aussi, comme le gingembre et le poivre ou la cardamome. Où est-ce qu'on les trouve? Principalement en tête. Je vous ai parlé tout à l'heure du fractionnement des parfums, tête, cœur et j'ai oublié le terme. Oui, m'excusez. Fond, voilà, le fond. Ici, donc la fraîcheur, on trouve que en tête, parfois en cœur. Et voilà les matières premières, quelques exemples de matières premières qu'on utilise. Naturelles, la bergamote. On a parlé avant d'eau de Cologne, donc c'est le principal constituant de la bergamote. C'était même le seul à la base. Citron, gingembre, cardamome. Voilà, donc ça, beaucoup d'agrumes, beaucoup d'épices. Après, dans les molécules, on a plus de possibilités. Là, je vous en ai juste représenté quelques-unes. L'hexénol, dont on a beaucoup parlé, une forme un petit peu différente, mais en parfumerie, on utilise le 6,3-hexénol, donc il nous rappelle l'herbe coupée. Le citronellol, donc, qui est la molécule principale de la citronnelle. Vous verrez, on ne cherche pas trop la difficulté en parfumerie, eucalyptol pour l'eucalyptus, menthol pour la menthe, etc. Mais ces molécules-là sont vraiment importantes et sont très souvent utilisées. La calone aussi. J'en parle en dernier parce que celle-là, ce n'est pas une molécule naturelle, donc c'est une molécule synthétique qui a été créée juste avant les années 70. Elle apporte un côté marin très puissant. Elle est vraiment très utile pour apporter de la fraîcheur dans les parfums. Alors, maintenant, on va parler de mon dada, c'est les molécules aromatiques dans les vins. J'aime beaucoup ce thème-là. Déjà, parce qu'en parfumerie, on s'entraîne énormément sur la reconnaissance olfactive des matières premières, mais surtout sur les molécules. C'est clair qu'on travaille plusieurs centaines d'odeurs naturelles, mais les molécules ont toute leur importance. Et dans un vin, autant. Pourquoi? Parce qu'on parle souvent d'un millier de molécules organoleptiques différentes dans un vin. La plupart sont olfactives. Pas que, mais la plupart. Pourquoi est-ce que c'est important de maîtriser ces molécules? Il y en a un peu beaucoup, mais au moins quelques-unes. D'une part, pour maîtriser les défauts. La plupart des œnologues, des conseils, vous avez l'habitude de vous retrouver en face de défauts, mais je pense que c'est déjà arrivé à tous de ne pas savoir en face de quoi on se trouvait, de ne pas être très sûr. On fait des essais, on essaie tel produit, etc. Si on est bien entraîné par rapport à ça, on peut être beaucoup plus précis et gagner beaucoup de temps et d'argent par rapport à ces situations. Des fois, il y a des situations où on n'est pas sûr si on est en face d'une réduction ou d'une oxydation.
Bon, H2S, je crois qu'on va pas trop hésiter, méthionol qui a été parlé non plus, mais il y a des molécules qui sont difficiles, comme le DMS par exemple, diméthylsulfure, qui peut avoir des côtés qui nous font penser à de l'oxydation comme à de la réduction parfois. C'est jamais très concentré, mais ça peut nous amener dans des situations difficiles. Ou un exemple dont je parle assez régulièrement, c'est le stress hydroazoté, puis qui est très lié avec le thème de notre journée, je pense, qui est influencé par le réchauffement climatique. La fraîcheur est beaucoup touchée par cet aspect-là. Le stress hydroazoté, donc c'est quand votre vigne, comme son nom l'indique, souffre à la fois d'un stress hydrique et d'un stress azoté en même temps durant sa phase de végétation, va créer un précurseur aromatique, l'acide indolacétique, qui ensuite, pendant la fermentation, il suffit d'un tout petit peu d'oxydation pour qu'il libère un composé aromatique qui est l'aminoacétophénone. Notamment celui-là, il y a d'autres précurseurs. Comme j'ai eu la chance d'entraîner plusieurs panels de recherche, je me suis beaucoup entraîné là-dessus, puis je pense être la personne au monde qui maîtrise le mieux cette molécule, tellement j'ai senti, quoi. Je ne vois presque plus à un moment, mais bon. Donc voilà, je me suis bien entraîné là-dessus. À chaque fois que je tombe en face d'un vin qui a cette molécule-là, je comprends ce qui s'est passé derrière. Et si on s'entraîne là-dessus, on le comprend. Et très souvent, l'aminoacétophénone dont on parle est perçue positivement. Elle a des notes un petit peu d'aubépine, je perds mes mots aujourd'hui, mais principalement aubépine, un côté floral un petit peu poudré, un petit peu lourd comme ça, un peu tilleul également, mais aussi légèrement caustique. Et plus le temps passe, plus cette note va partir sur la cire d'abeille, voilà, sur des notes de vieillissement prématuré. Et c'est très impressionnant de voir que les vins vieillissent très très vite avec ce genre de molécules-là. Il suffit de quelques mois pour qu'ils atteignent des degrés d'oxydation qu'on aurait dû attendre 5 ou 6 ans avec d'autres vins, quoi. Odeur positive, oui, c'est aussi très important de maîtriser un petit peu les molécules positives. On ne peut pas toutes les maîtriser, mais certaines qui ont leur importance. Là, je vous parle de l'acétate d'isoamyle. Bon, tout le monde pense à la fermentation beaujolaise dans ce cas-là, mais pas que. Et je suis assez surpris de voir que très souvent, il y a des hésitations entre acétate d'isoamyle et acétate d'éthyle. Ce n'est pas si loin comme odeur, donc on peut prendre de mauvaises décisions par rapport à ça. Furanéole, c'est un bon exemple, voilà, que vous connaissez bien sur Bordeaux avec la maturité du merlot. Si on a beaucoup de maturité, on a beaucoup cette molécule-là. Si on la cherche trop, après on arrive sur des notes de fraises très très mûres, qu'on ne recherche peut-être pas forcément. Mais si on maîtrise cette molécule, on va tout de suite comprendre pourquoi est-ce que c'est là. Puis l'année suivante, on va peut-être faire un petit peu plus attention au niveau de la maturité de la vendange. Mais ça peut être d'autres molécules qui sont responsables de cette odeur. Donc si on ne s'en rend pas compte, peut-être qu'on va prendre une mauvaise direction et que l'année suivante, on n'aurait pas eu ce problème, quoi. Puis en plus, plus on maîtrise un produit, plus on en parle aisément et plus on fait passer l'information. Parce que le but final, c'est de prendre du plaisir avec le vin, c'est sûr, mais c'est quand même de le vendre auprès du consommateur et des prescripteurs, quoi. Alors, j'ai écrit un livre sur le sujet des molécules aromatiques, les parfums du vin, pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Et ici, vous voyez, pour chaque page, donc il y a plus de 150 odeurs des vins qui sont décrites. Pour chaque page, vous avez les molécules principales qui sont représentées dans l'odeur du cassis, ici en l'occurrence. Donc c'est vraiment les molécules qu'on trouve dans la nature, pas forcément dans le vin. En se basant sur ces molécules-là, on peut dire que le cassis ressemble à la cannelle, au bourgeon de cassis, au clou de girofle, enfin toutes les odeurs que vous voyez là. Je vais vous les lire parce qu'au fond, je pense que c'est un petit peu difficile. Bourgeon de cassis, buis, cannelle, clou de girofle, fraise, jasmin, mangue, muscade, œillet, pamplemousse, romarin, tabac blanc, tabac brun. Si vous avez trois dégustateurs, l'un parle de cassis, l'autre parle de cannelle et le troisième d'œillet, est-ce que vous aurez l'impression qu'ils parlent de la même chose ? Un petit peu difficilement, hein. Pourtant, c'est peut-être dû exactement à la même molécule. En l'occurrence, l'halogénol. Donc c'est une vision qui est apportée pour qu'on se comprenne mieux les uns les autres, principalement, quoi. Voilà. Alors, maintenant, enfin, on arrive sur le sujet de prédilection. Voilà, je vous ai sélectionné quelques molécules qui, pour moi, sont très représentatives de la fraîcheur dans les vins d'un point de vue olfactif. Pourquoi est-ce que l'olfaction des vins est très importante pour la fraîcheur? Parce que après la vue, c'est l'olfaction qui est impactée. Le goût ensuite, mais notre première impression du vin, si on le déguste convenablement et qu'on le prend au nez avant, c'est les odeurs. Et
comme on a vu tout à l'heure, les odeurs sont traitées dans certaines zones qui sont très liées aux aires corticales du goût, ça va influencer notre perception de l'acidité ou de la fraîcheur en bouche. Si vous avez des odeurs fraîches, automatiquement, vous aurez l'impression d'avoir plus de fraîcheur en bouche que ce qu'il y en a en réalité. Un très très bon exemple, c'est voilà, vous sentez une odeur de miel, instantanément vous allez penser avoir un vin doux en bouche, alors que c'est peut-être pas forcément le cas. Mais c'est votre cerveau qui travaille avant que vous ne mettiez votre sens gustatif en éveil, quoi. Alors, quelques-unes de ces molécules, là, vous n'avez que des terpènes. Pour moi, c'est une famille très importante par rapport à la fraîcheur aromatique. Citronellol, on en a parlé tout à l'heure. Donc, c'est citronellol, géraniol, énérol. C'est 3 terpènes qu'on trouve beaucoup dans les cépages muscatés, par exemple. Donc, c'est d'origine variétale, même si, avec des sélections de levure convenables, on peut aussi les renforcer parmi la vinification. Géraniol, on peut peut-être s'y arrêter rapidement. Donc, c'est vraiment une odeur positive qui nous fait penser à une odeur de géranium, mais plutôt positive. Il ne faut pas la confondre avec l'hexadiénol, qui est une odeur qu'on connaît relativement bien en parfumerie, donc en dégradation d'acide sorbique, en présence d'acide lactique, puis peu de SO2, qui nous fait penser à un côté géranium, mais qui est désagréable, quoi. Le menthol, on en a parlé tout à l'heure. L'eucalyptol, je vais peut-être m'arrêter aussi là-dessus. C'est une molécule qu'on retrouve relativement souvent dans les vins, plutôt rouges, si je ne me trompe pas, mais d'origine variétale. Par contre, elle peut être tout à fait exogène. Ça a été prouvé à la fois en France comme en Australie, qu'une vigne qui est entourée d'eucalyptus, elle va sentir l'eucalyptus non pas à cause du cépage lui-même, mais des libérations aromatiques qui ont été faites par les arbres environnants. Et ça, c'est des choses qui sont en train d'être de plus en plus étudiées et qui sont de plus en plus réelles au sud des côtes du Rhône, avec les côtés un peu herbes aromatiques. C'est certainement en partie lié à ça également. Puis il y a une herbe qu'on retrouve en France, l'Artemisia vulgaris, une armoise commune, qui produit aussi de l'eucalyptol et qui peut amener un côté eucalyptus au raisin. Donc c'est même pas des macérations, hein, c'est vraiment juste parce que les plantes sont proches des vignes, quoi. Une dernière dont on a pas mal parlé ces dernières années, qui a été mise en évidence par les Australiens, qui a été retrouvée aussi par la France ensuite, la rotindone, qui est censée être une des molécules principales de l'odeur du poivre, ce qui est vrai, est dans les vins qui devraient nous faire penser aussi à l'odeur de poivre. Là, je mettrai un petit bémol parce que pour moi, toute seule, oui, elle apporte un côté poivré, mais c'est de là, de nouveau, dont on se rend compte de l'importance des synergies entre molécules. S'il n'y a pas un peu de linalol à côté, l'odeur de poivre sera quand même relativement faible, quoi. Linalol et notamment. Et la rotindone, on le voit, c'est pas que dans le poivre qu'on la trouve, dans le thym, le géranium, le basilic également, quoi. Et il y a pas mal de vins qui en ont, comme ceux que vous pouvez voir là. Le Pinot d'Aunis aussi, je crois que c'est le cépage qui a le plus de rotindone qu'on puisse trouver sur Terre, quoi. D'autres molécules, là on va changer de famille. L'hexénol, voilà, ça on en a beaucoup parlé dans les présentations précédentes. Donc oui, dans le vin, on n'a plus que l'hexénol, hein, ce n'est pas l'hexénal qui perdure. Pour moi, on peut jouer sur cette molécule-là pour apporter de la fraîcheur. Voilà, je ne le savais pas, mais effectivement, en Nouvelle-Zélande, il semble que on travaille beaucoup sur la trituration pour que l'hexénal se transforme en thiol ensuite. Là, avec l'hexénol, on peut plus. Par contre, c'est clair qu'en faisant des macérations sur bourbe ou des triturations peut-être un petit peu plus importantes, on peut amener de la fraîcheur par ce biais-là, avec tous les effets négatifs que ça peut amener aussi si on ne va pas trop loin, quoi. L'IBMP, voilà, c'est l'isobutylméthoxypyrazine, tout le monde la connaît bien, surtout sur certains cépages, notamment comme le Cabernet Sauvignon. Je pense que dans les dégustations de baies, de pré-vendange, on peut se permettre d'aller un tout petit peu plus loin, peut-être, par rapport à certains éléments pour obtenir de la fraîcheur. Mais c'est toujours à double tranchant parce que c'est effectivement un élément qui est très, très végétal et très puissant dans les vins, quoi. Les thiols. Les thiols, on en a parlé tout à l'heure avec la présentation de Jean-Michel et d'Anthony notamment. C'est aussi des molécules qui apportent de la fraîcheur. Si elles sont trop concentrées, on est beaucoup plus sur un côté fruité pour le 3-MH notamment. Par contre, avec le méthylmercaptopentanol 4-MMP, là on est toujours sur de la fraîcheur, quelle que soit l'intensité. Par contre, il ne faut pas aller trop loin non plus, parce qu'on bascule du côté, si on parle de Sauvignon, du côté pipi de chat.
Une dernière qui n'est pas trop connue comme famille, c'est les non-adiénales des aldéhydes, qui, eux, apportent un côté marin. Et là, il y a une étude qui a été faite par, je crois que c'est l'ISVV, sauf erreur, en tout cas à Bordeaux, qui a révélé l'importance de ces molécules dans le vin. On les trouve surtout dans les presses par rapport au vin rouge, mais peut-être qu'on peut garder ça en tête pour essayer d'amener un petit peu plus de fraîcheur aromatique liée aux aspects marins par rapport à ces presses. Puis je terminerai par un ester qui a récemment été publié, là c'est l'ISVV, j'en suis sûr, le salicylate de méthyle, qui est une molécule qui m'intéresse parce qu'on l'utilise en parfumerie, on utilise différents salicylates qui amènent ces côtés poudrés, ce côté un petit peu poussiéreux en parfumerie, et certains d'entre eux ont un côté frais, comme le salicylate d'exil, qui est relativement végétal, et puis le salicylate de méthyle, qui est un peu végétal, un peu camphré. Cette molécule-là, on peut très difficilement travailler dessus, même si on peut la trouver dans les vins, parce que c'est une réponse de la vigne à un stress qui peut être apporté soit par du mildiou, par exemple, ou alors par des insectes ravageurs. Et en produisant cette molécule, elle va appeler les prédateurs ou alors prévenir ses congénères qui sont autour d'elle qu'il y a une attaque qui a lieu. Donc voilà, ça c'est une molécule qu'on peut produire, mais bon, on ne va pas chercher à avoir du mildiou sur nos vignes pour l'avoir, quoi. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire un tout petit peu de pratique, quoi. On va sentir deux odeurs, deux molécules qui vous ont été citées précédemment, donc parmi ces deux slides. Puis ce que je vous propose, c'est, vous les sentez, vous dites ce à quoi ça vous fait penser, discutez entre vous, simplement. Donc il faut vous faire passer les mouillettes, hein. Voilà. Donc il y a une mouillette qui est marquée numéro 1 et une mouillette qui est marquée numéro 2. Alors à quoi elle vous fait penser la première? Poivre de Sichuan, ok. Vous êtes bien précis, la citronnelle. Citron, menthol, résineux. Bon, je suis désolé, je ne vais pas entendre les informations tout derrière, mais voilà. Camphré, ok. Voilà. Géranium. Ouais. En termes de famille, vous avez l'impression qu'on est dans quoi? Dans les végétaux, dans les épices, dans les fleurs, les agrumes. Agrumes, oui. Bon. Je vais vous la montrer. Il s'agit du géraniol. Voilà. Et je vais vous demander de lever la main pour ceux qui estiment que c'est une odeur rafraîchissante. Ah, cool. Bon, pour moi, c'est un des meilleurs exemples d'odeur rafraîchissante qu'on puisse trouver dans les vins. Géraniol, donc vous le trouvez dans, par exemple, ces odeurs-là. Ça couvre à peu près tout ce qui a été dit, hein. Il y a d'autres odeurs dans lesquelles on les trouve bien naturellement, mais voilà les principales, quoi. Alors à quoi est-ce qu'elle vous fait penser, cette deuxième? Acide? Ah, cire, pardon, cire, ok. Résine? Végétal? Végétal? Herbe coupée? Herbe? Ah, vous vous débrouillez pas trop mal, quoi. On n'a pas fait de comparaison en fonction des différents vignobles dans lesquels on est allé, mais... Alors, il s'agit de l'hexénol. Voilà. Cette fameuse molécule, je pense, sur laquelle on peut pas mal agir. Et de nouveau, comme Anthony l'avait dit, comme Jean-Michel l'a dit aussi, on peut agir dessus, mais il faut faire attention, il ne faut pas aller trop loin, quoi. Voilà dans quel type d'éléments on la trouve. On trouve dans beaucoup de fruits, hein, l'hexénol. La pomme, la poire notamment. On trouve l'éthanal aussi dans ces deux-là, que ce soit blé ou pas. L'olive verte, la framboise, herbe, lierre, œillet, muguet. Voilà. Donc voilà, c'était deux petits exemples olfactifs pour que vous compreniez bien de quoi on voulait parler, quoi. En conclusion, voilà, là on a parlé des principales molécules qui amènent la fraîcheur dans les vins. C'est pas impossible que j'en ai oublié. Il ne faudra pas essayer pas éviter de revenir vers moi si vous avez d'autres exemples. Mais on a vu au début qu'on est tous complètement différents d'un point de vue olfactif. C'est le cas au niveau gustatif, c'est le cas au niveau tactile également. Mais l'olfaction est plus complexe, comme on a beaucoup de récepteurs différents, donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de peine à s'entendre, y compris par rapport aux aspects rafraîchissants. Donc peut-être que pour vous, certaines molécules peuvent être rafraîchissantes, elles ne le seront pas forcément pour votre voisin. Ça, il faut en être conscient, quoi. Après,
On l'a vu, hein, il y a pas mal de leviers d'action par rapport à la fraîcheur aromatique, mais c'est pas toujours facile de travailler dessus. Et surtout, si on va trop loin, on part sur le défaut. Et c'est un des éléments à bien garder en tête. Toute odeur peut être un défaut, à mon avis. J'espère qu'il n'y a personne qui est contre cette idée-là, mais il ne faudra pas essayer éviter de me le dire. C'est juste une question de concentration. On parle de l'hexénol, oui, on va rapidement passer sur un défaut. L'IBMP aussi. Par contre, prenez l'alcool phényléthylique qu'on trouve dans les Gewürztraminer notamment, qui nous fait penser soit à la rose, soit au litchi. Si c'est trop intense, on sera aussi sur un défaut parce qu'on va perdre la complexité dans le vin. On n'aura que cette odeur-là qui va compter. On connaît bien les sauvignons blancs qui sont extrêmement forts sur le pipicha. Pour moi, c'est un défaut. Je pense que pour une bonne partie d'entre vous aussi, quoi. Donc, comme l'a dit Marion plusieurs fois, tout est une question d'équilibre, quoi. Moi, je m'arrêterai sur ces mots-là et je vous remercie pour votre attention.